Généralement, être la première peut être important. Mais en l'occurrence, être la dernière l'est davantage. La plupart des gens se seraient dit « à quoi bon ?» Si on l'a réparée, c'est parce que c'est la dernière Pierce Arrow qui a été construite et qu'elle en vaut la peine. Voici la salle d'exposition idéale pour des automobiles extraordinaires. C'est une reconstitution d'une salle d'exposition cossue des années 1930. Il y a 19 lustres et une mezzanine qui permet d'avoir une vue d'ensemble, comme au Waldorf. Des artisans au service de la restauration de voitures constatent une tendance troublante dans le monde des collectionneurs. Je lui avais notamment demandé de laisser la voiture telle qu'elle. S'il avait eu l'intention de parader ou de la restaurer, je ne la lui aurais pas vendue. La dernière d'une lignée, la fin d'une époque et la survivante. C'est un peu comme une apparition sur la route. Qu'on serait heureux de voir ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Il s'agit de la toute dernière Pierce Arrow qui a été construite. Une limousine Pierce Arrow 1938. C'est la dernière voiture construite à l'usine. En 1938, Pierce Arrow n'a produit que 17 voitures. C'était donc la dernière année, et ceci est la dernière voiture. Cette limousine est imposante. Elle peut accueillir 7 passagers, en plus du chauffeur. Elle a un moteur 12 cylindres. Et le propriétaire l'a apportée ici, chez le spécialiste Peter Fawcett, pour qu'il la remette en état de marche. Ça fait environ 6 ans qu'elle est ici. 6 ans, c'est un long séjour en atelier, quelle que soit la voiture. On a passé du temps à chercher les pièces. Ce n'est pas facile de trouver des pièces pour cette voiture. Certaines pièces de 1936 font l'affaire, mais globalement, ce n'est pas évident. Par exemple, sur les 2 lentilles du plafonnier, on n'en avait qu'une. J'en ai cherché une autre pendant 6 ans. En mars, j'étais en Oklahoma, à un marché aux puces, et j'ai reconnu des pièces sur une table. J'ai demandé au gars si par hasard il n'avait pas une lentille pour ce type de voiture. Ils se sont adressés à un autre gars dans la pièce et lui ont demandé s'il n'avait pas une lentille pour une telle voiture. L'autre a dit qu'il croyait en avoir. Il a gribouillé son adresse courriel sur un sac en papier. On lui a écrit en rentrant et il nous a répondu qu'il avait la lentille. Il faut trouver ce genre de pièces et il faut que ce soit les bonnes pièces. La restauration automobile n'est pas linéaire et le travail effectué sur cette Pierce Arrow ne fait pas exception. On a fait beaucoup de recherches avant de se lancer. Et la voiture avait servi de source de pièces pour la restauration de 2 autres voitures. C'est-à-dire que s'ils avaient besoin d'un carburateur ou d'un générateur, ils se servaient sur la voiture. Il manquait donc certaines pièces. L'homme qui a trouvé cette automobile a passé quelques 25 ans à chercher des pièces pour terminer la voiture. Quand on l'a reçue, elle ne fonctionnait pas et elle avait été largement dépouillée. À vrai dire, elle était en piteux état. La plupart des gens se seraient dit « à quoi bon ?» Si on l'a réparée, c'est parce que c'est la dernière Pierce Arrow qui a été construite et qu'elle en vaut la peine.
On n'a qu'à jeter un coup d'œil pour constater que c'est une œuvre d'art. La carrosserie, la calandre, tout est harmonieux. Elle a des roues dans les ailes. Elle a même des pneus avec le flanc intérieur blanc. Qui fait une chose pareille? C'est vraiment extravagant. Ils ont fait le maximum pour la rendre aussi belle que possible et la vendre, je présume. Le problème de cette entreprise, c'est qu'elle était incapable de construire des voitures bon marché et de faire concurrence aux Chevrolet, Ford et autres voitures qui étaient produites en série. Pierce Arrow n'a pas su abaisser ses normes, donc ses prix, et les voitures étaient trop chères. L'entreprise Pierce Arrow se lance dans la fabrication de cages à oiseaux et de bicyclettes en 1865. Elle se tourne vers l'automobile en 1901 et s'établit rapidement comme constructeur de voitures haut de gamme de belle facture. Tout allait bien dans les années 1920 alors que l'économie était prospère, mais avec la Grande Dépression des années 1930, Pierce Arrow commençait à souffrir. De moins en moins de voitures sortaient de l'usine de Buffalo dans l'État de New York jusqu'aux 17 dernières, en 1938. Le propriétaire de cette voiture possède aussi l'avant-dernière qu'il a trouvée je ne sais où. Il a donc 2 des 17 dernières voitures. Il en a de la chance. C'est une très belle limousine, avec des détails remarquables, comme le volant en ivoire, le magnifique fini bois de la portière, les garnitures en chrome, notamment sur le tableau de bord, l'heure à l'avant et à l'arrière, l'intérieur en cuir, la fenêtre de séparation. Il y a des strapontins qu'on peut faire apparaître ou disparaître en un tournement. On ne sait même pas qu'ils sont là. Ils les ont bien cachés et il y a un repose-pied, ce qui est pratique pour le confort des personnes de petite taille, comme les femmes. On peut même le remonter un peu. La banquette arrière est inclinable, ce qui permet aux passagers de l'ajuster selon leurs préférences. Il y a des petits stores pour avoir de l'intimité à l'arrière. Et tout fonctionne. Il y a même des miroirs et des allumes-cigares. Je ne vois rien d'autre qui aurait pu être ajouté. Et heureusement, car il aura fallu une chasse au trésor de 6 ans pour ressusciter une pièce unique, la toute dernière Pierce Arrow qui ait été construite. Steve Plunkett est un véritable féru d'histoire. Ce collectionneur possède une centaine de beautés anciennes. Il a acquis chacune parce qu'il voyait en elles un exemple brillant de conception ou de technologie. Ce Roadster Cadillac, par exemple, véritable hybride stylistique. De l'avant, c'est une Cadillac 1938. De l'arrière, c'est une autre histoire. C'est un Roadster Cadillac 1938, habillé par Brown. Il s'agit d'un modèle qui a été construit sur mesure pour Ralph Pulitzer à New York. Il a commandé cette Cadillac 1938. De l'avant au pare-brise, c'était une Cadillac classique. Mais du volant à l'arrière, c'était vide. Il faut dire que c'était l'ère de l'habillage personnalisé. Il a fait expédier cette voiture chez le carrossier Herman Brown, à Buffalo, dans l'État de New York, qui a construit une carrosserie de Roadster sur mesure. Dans les années 1920,
les voitures de luxe étaient construites en 2 étapes. Cadillac, Pierce Arrow et Lincoln fabriquaient le moteur et le châssis, le cadre et les roues. Ils envoyaient ensuite la plateforme chez un carrossier pour l'habillage. En 1930, chez Cadillac, on pouvait choisir parmi 54 carrosseries proposées par Fisher ou Fleetwood. Fisher avait un catalogue spécial. Au milieu des années 1930, cette méthode de construction s'est essoufflée et Ralph Pulitzer n'avait pas autant de choix de carrosserie qu'il l'aurait souhaité. Or, il voulait quelque chose qui se démarque. Déçu par les propositions de Fisher et de Fleetwood, il a demandé au carrossier Herman Brown, à Buffalo, de faire un habillage de roadster. Il faut savoir qu'Herman Brown travaillait avec Lincoln et pas avec Cadillac. Donc, une Cadillac Brown, c'était singulier. C'est une porte dite de golf, très courante sur les voitures haut de gamme. À l'époque, le golf était un sport de nantis. On rangeait ses bâtons derrière cette porte. Je m'en sers toujours pour montrer la construction des carrosseries de l'époque. Le cadre de la voiture était en bois de frêne et il était tapissé de feuilles d'aluminium. Si on regarde de près, on voit les clous qui tiennent l'aluminium sur le cadre en bois de frêne. L'ennemi juré de ces voitures, ce n'est pas la rouille, mais la pourriture sèche. Il faut démanteler toute la voiture pour y remédier, ce qui est très ennuyeux. General Motors a renoncé à cette façon de faire vers 1936 et a opté pour le toit tourelle, tout en acier, comme celui des tanks. Mais Brown utilisait toujours les cadres en bois de frêne. En 1940, la plupart de ces carrossiers sur mesure avaient fermé boutique. Cette Cadillac Brown est l'une des 100 pièces de la collection de Steve, dont la plupart datent de sa période préférée, les années 1930. Son amour de l'histoire et des voitures anciennes l'a inévitablement conduit à l'architecture. L'une des choses qui me fascine dans l'industrie automobile, c'est l'histoire des constructeurs automobiles et leur réalisation sur les plans mécaniques et stylistiques. À partir de l'âge de 17 ans, j'ai eu 2 voitures. C'est de là que tout est parti. Mais c'est surtout durant les 15 dernières années que ma collection a pris autant d'ampleur. On a 41 hectares, ce qui est un avantage. Lorsqu'un bâtiment est plein, je peux en construire un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite. Ce bâtiment, c'est ma plus belle création. C'est une reconstitution d'une salle d'exposition cossue des années 1930. C'est une réminiscence de l'époque où les carrossiers organisaient leur propre salon dans la salle de bal du Waldorf Astoria. Ce n'était ni GM, ni Ford, ni Chrysler. C'était les carrossiers. Ils étaient nombreux à l'époque. Walker LeGrand, Fleetwood, Fisher, Brown, Dietrich, Coachcraft. Il y avait beaucoup de carrossiers. Ils exposaient leurs plus beaux habillages sur les plus beaux châssis. Cadillac, Lincoln, Packard, Duesenberg, Pierce Arrow. Ce bâtiment est une recréation de cette époque. Il y a 19 lustres et une mezzanine qui permet d'avoir une vue d'ensemble, comme au Waldorf. Mais le palais automobile de Steve n'est pas un musée statique. Ces beautés anciennes doivent rouler. J'essaie d'en conduire 3 par jour, parfois 4 quand il fait beau. Les voitures doivent être conduites. Le pire qui puisse leur arriver, c'est d'être inutilisées. Sans quoi, il peut y avoir des problèmes au niveau des freins, des circuits de carburant, ce genre de choses. Je ne fais jamais le plein et je remplace l'essence à chaque fois, de sorte qu'elle soit toujours fraîche. On met aussi des additifs dans le carburant pour compenser leur composition actuelle par rapport à celle de l'époque.
Ces balades quotidiennes lui permettent aussi de se rappeler pourquoi il a acheté ces voitures. Je les achète parce que j'en aime le style ou l'histoire, ce genre de choses. Je dis toujours qu'une voiture doit passer le test des 2 vues sur 3. De face, de dos, de profil. Au moins 2 sur les 3. Il y a toutefois un angle de vue que Steve n'a jamais expérimenté dans sa collection. Être équipé d'un siège auxiliaire. Voici l'une des caractéristiques de ce Roadster. Je n'ai jamais été passager sur un siège auxiliaire. De ce siège, la vue est plaisante. Enfin un tour en siège auxiliaire. Un petit plaisir coupable pour un homme qui a tout. Rien de plus agréable qu'une automobile ancienne superbement restaurée. Chrome rutilant, peinture lumineuse, cuir velouté. Non, rien n'est plus agréable, hormis une automobile qui n'est pas restaurée. La voiture survivante. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouvellement populaire. Les collectionneurs, qui sont des adeptes des ventes aux enchères de Barrett-Jackson et autres, achètent des voitures restaurées, mais aussi des voitures d'origine ou survivantes. En plus d'être un spécialiste de la restauration, Doug est juge dans les rassemblements de voitures anciennes. Et il sait que parfois les collectionneurs enthousiastes ont tendance à trop restaurer leurs précieux biens. Une année, à Hershey, j'en ai vu un parfait exemple. Leur système comporte toutes sortes de prix, un peu comme pour notre concours. C'était la gamme T-Bird, 1955, 56 et 57. Il y avait notamment une T-Bird 1957. On aurait pu se raser devant les panneaux du compartiment moteur. C'était surfait. Juste à côté, il y en avait une qui était exactement comme elle devait être. Elle avait l'air neutre à côté de l'autre. Mais selon le système de prix, la première voiture n'a pas eu plus de reconnaissance que la seconde, qui avait pourtant l'air neutre, mais correcte. Alors la surrestauration n'est pas récompensée. En revanche, elle peut être pénalisée. Les juges le savent. Il y a quelques années, c'est à contre-cœur que Doug a vendu à un ami sa Graham Blue Streak 1934, entièrement d'origine, mais à une condition. Je lui avais notamment demandé de laisser la voiture telle qu'elle. Il savait que c'était important pour moi et il m'avait garanti qu'il la laisserait ainsi. S'il avait eu l'intention de parader ou de la restaurer, je ne la lui aurais pas vendue. C'est une voiture fantastique qui ne doit pas être modifiée. Fidèle à sa parole, c'est ce que Jim Plum a fait. Il a laissé la Blue Streak 1934 en l'état. Cette voiture est dans son état d'origine et il est excellent. Si j'investissais 60 000 $ pour la restaurer, elle aurait moins de valeur qu'à l'heure actuelle. Elle va donc rester dans l'état où elle est. Je n'ai l'intention ni de la restaurer, ni de la repeindre. D'après Jim, sa Graham survivante est la seule Graham Blue Streak 1934 non restaurée. C'est pourquoi cette automobile est une référence pour les gens qui restaurent leur voiture. Ça leur permet de voir comment c'était fait. D'autant plus que, contrairement aux autres constructeurs, Graham ne rédigeait pas de manuel d'entretien pour ses voitures. C'est une petite bizarrerie de la part des frères Graham. Ils n'ont laissé aucune instruction pour réparer leur voiture. Il semblerait que de nos jours, la non-restauration d'une voiture soit une source de valeur ajoutée. Il est difficile d'évaluer sa valeur actuelle, dans la mesure où il n'y a pas de point de comparaison. La valeur des Graham restaurés se situe dans les 6 chiffres, notamment parce qu'elles sont extrêmement rares, surtout les Graham Blue Streak.
Comment les survivantes survivent-elles? Bien souvent, elles auront été cachées dans un endroit chaud et sec et la plupart du temps oubliées. C'est le cas de la McLaughlin Buick 1929 de Bill McLaughlin. Pour ce qui est de l'histoire de cette voiture, à l'origine, elle appartenait à un courtier immobilier de Montréal. Il vivait au centre-ville et il la stationnait dans un garage public. Elle a été rachetée en 1949 par un dénommé George Stead, qui avait environ 19 ans au moment où il l'a acquise. C'était sa première voiture ancienne. Il en a accumulé plusieurs par la suite. Il s'en servait quotidiennement et il la stationnait à Côte-des-Neiges, à Montréal. En 1957 ou 58, il a cassé un culbuteur et il a remisé la voiture dans une grange que possédait sa famille au nord de Montréal. Et 25 ans plus tard, quand je l'ai trouvée, il ne l'avait toujours pas réparée. Si l'idée de préserver les voitures anciennes dans leur état d'origine a récemment gagné en popularité, c'est une approche que les collectionneurs d'antiquités ont adoptée depuis belle lurette. Par exemple, il n'est pas question de modifier des meubles anciens. Si on commence à les altérer, l'approche de préservation est beaucoup plus ancrée, si je puis dire, chez les antiquaires. De nos jours, on assiste à une appréciation accrue des voitures que je qualifierais de survivantes. Il n'est pas toujours facile de résister à la tentation de restaurer une beauté d'acier. Mais bien entendu, une voiture ne peut être entièrement d'origine qu'une seule fois dans son existence. Selon moi, quand on possède un objet authentique, il faut le chérir.